Avant de commencer, installez-vous confortablement. Laissez le bruit du monde s'éloigner. Respirez lentement et permettez-vous de plonger dans une histoire où la musique devient à la fois refuge et vertige. Ce récit n'est pas seulement celui d'une chanteuse célèbre, mais celui d'une âme sensible, confrontée à ses propres démons. Si ce voyage vous touche, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Votre soutien permet à ces histoires d'exister. Maintenant, laissez-vous guider dans l'univers intense et fragile des Amy Winehouse. Londres n'est pas seulement un décor. Pour elle, la ville est un organisme vivant, une respiration permanente faite de bruit, de vitesse, de solitude et de musique. Dès l'enfance, l'environnement façonne une sensibilité particulière. Les rues, les bus, les appartements étroits, les voies qui se croisent sans jamais vraiment se rencontrer composent un paysage émotionnel instable. Dans ce chaos urbain, une enfant grandit avec une perception aiguë du monde, comme si tout était ressenti plus fort, plus vite, plus profondément. La famille joue un rôle central, mais jamais simple. L'amour existe, réel, parfois tendre, parfois maladroit, mais il est traversé de fractures invisibles. Très tôt, une blessure fondatrice s'installe, le sentiment que l'amour peut disparaître sans prévenir. Cette peur ne s'exprime pas encore avec des mots, mais elle s'inscrit dans le corps, dans le regard, dans une hypersensibilité constante aux signes de rejet ou d'abandon. L'enfant apprend à observer, à analyser les silences, à lire entre les lignes bien avant de savoir se protéger. La musique apparaît alors comme un langage parallèle. Elle n'est pas un loisir, ni une simple distraction. Elle devient un espace sûr, un lieu où les émotions peuvent exister sans être jugées. Le jazz, la soul, les voix anciennes venues d'un autre temps entrent dans sa vie comme des présences familières. Ces chanteuses et chanteurs parlent de douleur, d'amour perdu, de désir et de solitude sans détour. Ils ne cachent rien. Ils transforment la souffrance en beauté. Pour une enfant qui ressent tout trop intensément, cette honnêteté est une révélation. La voix se forme naturellement, presque malgré elle. Elle n'est pas lisse, ni conforme aux attentes classiques. Elle porte déjà une rugosité, une gravité étrange, comme si elle contenait une mémoire émotionnelle plus ancienne que son âge. Chanter devient un acte instinctif, une manière de respirer autrement. À travers la voix, les tensions internes trouvent une sortie. Chaque note est à la fois un soulagement et une exposition totale. Mais cette singularité n'est pas toujours accueillie avec douceur. À l'école, dans les cadres normés, la différence dérange. L'esprit libre, l'attitude non conventionnelle, le refus inconscient de se plier à certaines règles provoquent incompréhension et conflit. Très tôt, se dessine une opposition entre le monde intérieur riche, intense, débordant, et le monde extérieur qui exige adaptation, discipline et conformité. Cette fracture ne cessera jamais vraiment de s'élargir. La créativité devient alors une armure fragile. Écrire, chanter, inventer des mélodies permet de reprendre le contrôle sur un univers émotionnel chaotique. Pourtant, cette créativité est indissociable de la vulnérabilité. Chaque création implique de rouvrir des blessures, de revisiter des peurs enfouies. L'art ne protège pas de la douleur, il l'organise, il lui donne une forme supportable. Mais le prix à payer est élevé, l'impossibilité de se fermer complètement. Dans cette période fondatrice, une contradiction centrale s'installe. D'un côté, une confiance artistique presque insolente, une certitude intime d'avoir quelque chose d'unique à exprimer. De l'autre, une estime de soi fragile, dépendante du regard des autres, particulièrement de ceux dont l'amour semble incertain. Cette tension nourrit l'énergie créatrice, mais prépare aussi le terrain d'une future instabilité émotionnelle. La scène, même imaginaire à ce stade, apparaît déjà comme un espace paradoxal. Être vu, entendu, reconnu procure une euphorie intense, mais cette exposition totale réactive aussi les peurs profondes. Être jugé, rejeté, abandonné à nouveau.
Le désir de reconnaissance et la peur de la perdre s'entrelacent dès le départ, formant un nœud émotionnel qui ne cessera de se resserrer avec le temps. Ce qui frappe rétrospectivement, ce n'est pas une innocence naïve, mais une lucidité précoce. L'enfant comprend très tôt que le monde peut être cruel, que l'amour est instable, que la douleur fait partie de l'existence. Cette lucidité nourrit une maturité artistique exceptionnelle, mais elle empêche aussi toute forme d'insouciance durable. Le rire, l'humour, l'ironie deviennent des mécanismes de défense, des masques brillants dissimulant une fragilité profonde. Dans ce Londres vibrant et indifférent se construit donc une personnalité complexe, à la fois forte et vulnérable, provocante et profondément sensible, sûre de son art mais jamais de sa valeur personnelle. Les fondations du mythe futur sont déjà là, bien avant la gloire. Non pas dans l'excès ou la démesure, mais dans cette tension constante entre besoin d'amour et peur de le perdre, entre liberté intérieure et dépendance affective. Ce premier chapitre n'est pas celui d'une chute annoncée, mais celui d'une intensité originelle. Une intensité qui donnera naissance à une œuvre bouleversante, mais qui rendra chaque épreuve plus violente, chaque blessure plus profonde. Avant les projecteurs, avant les albums, avant les jugements du monde, il y a cet enfant dans une grande ville, cherchant simplement un endroit où exister sans se trahir. L'apprentissage de la musique n'est pas une ascension linéaire, ni une formation académique rassurante. Il s'agit plutôt d'une immersion, presque d'une noyade volontaire dans un univers sonore chargé d'histoire, de douleur et de vérité brute. La musique devient une filiation choisie. Là où les liens affectifs réels semblent instables, les voix du passé offrent une continuité, une loyauté silencieuse. Elles ne trahissent pas, elles restent. Le jazz et la soul ne sont pas perçus comme des styles, mais comme des confessions. Ces chansons parlent d'amour sans phare, de dépendance émotionnelle, de perte, de désir irrépressible. Elles osent dire ce que beaucoup taisent. En s'y plongeant, elle apprend que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse artistique, mais une force expressive. Plus la blessure est exposée, plus la musique touche juste. Cette idée s'ancre profondément et façonnera toute sa manière d'écrire. Loin des codes contemporains, elle se tourne vers des figures anciennes, des voix marquées par le temps, par la vie, par la souffrance réelle. Ce choix n'est pas nostalgique, il est instinctif. Elle reconnaît dans ses voix une honnêteté qui lui ressemble, une manière de chanter qui ne cherche pas à plaire, mais à dire. La technique importe moins que l'âme, la justesse émotionnelle prime sur la perfection formelle. Peu à peu, l'imitation devient transformation. Les influences ne sont pas copiées, elles sont digérées. Elles nourrissent une identité vocale singulière, immédiatement reconnaissable. La voix semble porter un vécu disproportionné par rapport à l'âge. Elle ne cherche pas la séduction, elle impose une présence. Chaque inflexion semble chargée de sens, chaque silence compte autant que la note qui le précède. L'écriture suit le même chemin. Les mots sont simples, directs, parfois presque brutaux. Il n'y a pas de distance poétique protectrice. Les textes parlent à la première personne, sans filtre. Aimer, souffrir, désirer, se perdre, tout est dit frontalement. Cette sincérité crée une proximité immédiate avec l'auditeur, mais elle expose aussi l'artiste sans défense. Chaque chanson devient une archive émotionnelle, impossible à effacer. Dans ce processus, la musique devient un moyen de contrôle illusoire. Mettre des mots sur la douleur donne l'impression de la maîtriser. Composer, structurer, répéter permet de transformer le chaos intérieur en objet fini, partageable. Mais cette maîtrise reste fragile, elle dépend de l'état émotionnel. Lorsque l'équilibre vacille, la création devient plus difficile, parfois impossible. L'environnement professionnel commence à apparaître, avec ses promesses et ses dangers. Les regards extérieurs valident le talent, encouragent, projettent déjà un avenir brillant. Cette reconnaissance précoce agit comme une drogue douce. Elle apaise temporairement les doutes, renforce la confiance artistique. Mais elle installe aussi une pression silencieuse, celle de devoir être à la hauteur, de ne jamais décevoir, de transformer la douleur en performance constante. Un paradoxe s'installe alors. Plus la musique est authentique, plus elle attire l'attention. Plus l'attention grandit, plus l'espace intime se réduit. Ce qui était refuge devient progressivement exposition. La création, autrefois lieu sûr, commence à se confondre avec l'attente des autres.
Il devient difficile de distinguer ce qui est exprimé pour survivre de ce qui est produit pour répondre à une demande implicite. La peur de perdre cette reconnaissance s'ajoute à la peur plus ancienne de l'abandon affectif. Les deux se nourrissent mutuellement. Être aimé pour sa musique devient une extension du besoin d'être aimé tout court. La frontière entre valeur artistique et valeur personnelle se brouille dangereusement. Un mauvais retour, une critique, un silence peuvent être ressentis comme un rejet total. Pourtant, à ce stade, l'élan créatif reste dominant. La musique coule naturellement, portée par une urgence intérieure. Il n'y a pas encore de calcul, pas de stratégie. La création est vécue comme une nécessité vitale, presque physique. Ne pas écrire, ne pas chanter, c'est étouffer. La musique est encore un acte de survie, pas une obligation professionnelle. Ce deuxième chapitre est celui de la construction invisible. Rien n'est encore spectaculaire, mais tout est déjà en place. Les influences, la voix, l'écriture, la relation complexe à la reconnaissance et à l'amour forment un socle solide et instable à la fois. Solide par la sincérité, instable par la dépendance émotionnelle qu'il implique. Ce qui naît ici n'est pas seulement une artiste prometteuse, mais une manière d'être dans le monde à travers la musique. Une manière intense, sans compromis, qui refusera toujours la tiédeur. Cette radicalité émotionnelle produira des œuvres bouleversantes. Elle rendra aussi chaque chute plus violente, chaque perte plus difficile à supporter. La musique, à ce moment précis, est encore une alliée. Elle soutient, elle structure, elle donne un sens. Mais elle commence déjà à exiger un prix, et ce prix, personne ne le mesure encore pleinement. Le corps devient peu à peu un territoire conflictuel. Là où la musique offrait un espace de liberté intérieure, le corps impose une réalité visible, exposée, commentée. Il ne s'agit pas encore d'une pression médiatique massive, mais d'un regard social diffus, constant, qui s'insinue partout. Être vu commence à peser presque autant qu'être entendu. L'image, qu'elle n'a jamais cherchée, devient une composante inévitable de son existence artistique. La scène, qui promettait l'exutoire, révèle une ambivalence troublante. Monter sur scène procure une montée d'adrénaline intense, une sensation de puissance presque euphorique. La voix s'élève, le public écoute, le silence se fait. Pendant ces instants suspendus, le monde semble enfin cohérent. Mais cette cohérence est fragile. Elle dépend de la performance, de la réception immédiate, de la capacité à être à la hauteur de l'attente projetée. Le corps, soumis à cette exigence, commence à montrer des signes de tension. La fatigue n'est pas seulement physique, elle est émotionnelle. Chaque prestation implique une exposition totale, un dévoilement sans filtre. Chanter ses propres blessures, encore et encore, finit par les raviver. Le corps enregistre ces répétitions. Il devient le lieu où s'accumulent les contradictions, désir d'être vu et peur d'être jugé, besoin de reconnaissance et rejet de la normalisation. Le rapport à l'image personnelle se complexifie. D'un côté, une volonté farouche de ne pas se conformer aux standards imposés, refus de la perfection artificielle, attachement à une esthétique brute, presque provocante. Cette posture est un acte de résistance. Elle affirme une identité libre, indomptable. Mais elle n'annule pas la vulnérabilité. Derrière l'assurance apparente, le doute persiste, profond, corrosif. Le regard des autres devient un miroir déformant. Chaque commentaire, chaque remarque, même anodine, peut prendre des proportions démesurées. Le corps n'est plus seulement vécu de l'intérieur, il est constamment évalué de l'extérieur. Cette dissociation crée une fatigue psychique intense. Se voir à travers les yeux des autres devient un réflexe difficile à désactiver. Dans ce contexte, le contrôle apparaît comme une tentation rassurante. Contrôler son apparence, ses gestes, son poids, ses habitudes, devient une manière de reprendre la main sur un monde perçu comme instable. Ce besoin de contrôle n'est pas motivé par la vanité, mais par l'angoisse. Il s'agit de se protéger, de créer une illusion de maîtrise face à un environnement émotionnel débordant. La scène amplifie encore cette tension. Le corps est scruté, photographié, commenté. La moindre variation devient significative. Chaque concert n'est plus seulement un moment musical, mais une épreuve physique et mentale. La peur de décevoir s'ajoute à la peur plus ancienne de l'abandon.
Le corps devient le champ de bataille où se jouent ses angoisses entremêlées. Paradoxalement, plus l'image devient envahissante, plus le désir de disparaître se fait sentir. Disparaître non pas au sens de cesser d'exister, mais de redevenir invisible, anonyme, libre du regard constant. Cette oscillation entre exhibition forcée et désir de retrait crée un déséquilibre profond. Le corps n'est plus un allié naturel, il devient un problème à gérer. La relation à la nourriture, au repos, aux soins de soi commence à se fragiliser, non par ignorance, mais par épuisement. Prendre soin de soi exige une stabilité intérieure qui manque de plus en plus. Lorsque l'énergie est entièrement mobilisée pour créer, performer et répondre aux attentes, il reste peu de place pour l'écoute bienveillante de ses propres besoins. Ce troisième chapitre n'est pas encore celui de la rupture visible, mais celui des fissures silencieuses. De l'extérieur, l'ascension semble fluide. De l'intérieur, les tensions s'accumulent. Le corps encaisse, absorbe, résiste. Mais il garde en mémoire chaque pression, chaque excès, chaque manque. L'artiste apprend à fonctionner malgré l'inconfort. Elle développe des stratégies pour masquer la fatigue, pour tenir, pour continuer. L'humour, l'autodérision, la provocation servent de bouclier. Il désarme les critiques tout en simulant la vulnérabilité réelle. Cette armure est efficace à court terme, mais elle isole. Ce qui se joue ici dépasse largement la question de l'apparence. Il s'agit d'une lutte pour rester soi-même dans un espace qui exige sans cesse une version exploitable, consommable de l'identité. Le corps devient le lieu où cette lutte se matérialise. Il porte les marques invisibles d'un conflit intérieur constant. À ce stade, rien n'est encore irréversible. Il existe encore des moments de légèreté, de joie pure sur scène, de connexion sincère avec le public. Mais l'équilibre est précaire. Chaque pas en avant vers la reconnaissance éloigne un peu plus de la simplicité initiale. Le corps, instrument de la voix, commence à payer le prix de cette intensité sans pause. Ce bloc marque un tournant discret mais crucial. La musique n'est plus seulement une expression intérieure, elle devient indissociable du corps exposé, évalué, sollicité. Et lorsque le corps vacille, c'est toute la structure émotionnelle qui menace de s'effondrer. La reconnaissance arrive sans fracas, presque sournoisement. Elle ne surgit pas comme une explosion, mais comme une montée progressive de l'attention. D'abord quelques regards insistants, des cercles qui s'élargissent, des professionnels qui écoutent avec un intérêt appuyé. Puis, très vite, l'évidence s'impose. Quelque chose se passe. Quelque chose qui dépasse le cadre habituel des promesses artistiques. La voix, l'écriture, l'attitude dégagent d'une force qui ne ressemble pas aux tendances du moment. Et c'est précisément ce décalage qui attire. Le premier succès agit comme un révélateur. Il confirme ce que l'artiste ressentait confusément depuis longtemps. Sa singularité est une richesse. Les doutes semblent un instant se taire. Être reconnue pour ce qu'elle est, sans compromis apparent, procure un soulagement intense. La musique, née dans l'intimité et la nécessité, trouve enfin un écho large. Les chansons quittent le cercle restreint pour rencontrer un public plus vaste, plus divers, plus exigeant. Mais cette reconnaissance modifie profondément la dynamique intérieure. Ce qui était spontané devient observé. Ce qui était libre devient attendu. Chaque nouvelle création est désormais comparée à la précédente. La question n'est plus seulement « qu'ai-je besoin d'exprimer ?», mais aussi « serais-je à la hauteur de ce que l'on attend de moi ?» Cette transformation est subtile, presque imperceptible, mais elle marque un basculement durable. Le succès agit comme un amplificateur émotionnel. Il intensifie les joies, mais aussi les peurs. La satisfaction de toucher les autres par la musique se double d'une crainte nouvelle, celle de perdre cette reconnaissance durement acquise. L'amour du public, aussi sincère soit-il, reste abstrait, instable, soumis à des règles qui échappent au contrôle personnel. Cette instabilité réactive les blessures anciennes, celles liées à l'abandon et à l'insécurité affective. Sur le plan créatif, la pression s'installe rapidement. Il faut continuer, produire, être présente. Les sollicitations se multiplient. Les décisions doivent être prises vite, parfois sans recul. L'élan initial, fondé sur l'urgence intérieure, se heurte à un rythme imposé de l'extérieur.
La musique commence à cohabiter avec la stratégie, les délais, les attentes commerciales. Même lorsque l'intention artistique reste sincère, le cadre change radicalement. La scène prend une nouvelle dimension. Elle n'est plus seulement un espace d'expression, mais un lieu de validation publique confirmée. Chaque concert devient une preuve. Chaque prestation est scrutée, analysée, commentée. Le moindre écart, la moindre fragilité visible peuvent être interprétés comme des signes inquiétants, ou à l'inverse, comme des éléments de fascination. Cette ambiguïté rend l'expérience scénique de plus en plus intense, parfois écrasante. Le succès ne laisse pas le temps à l'adaptation progressive. Il impose une accélération brutale. L'identité artistique, encore en construction, se retrouve figée par le regard extérieur. On attend d'elle qu'elle incarne ce qu'elle vient à peine de révéler. Cette fixation crée un sentiment d'enfermement. Être soi devient une obligation permanente, paradoxale, épuisante. Dans l'intimité, le décalage se creuse. Les moments de calme se raréfient. Le silence, autrefois nécessaire à la création, devient inconfortable, presque menaçant. Sans le bruit des attentes et des sollicitations, les angoisses remontent plus violemment. Le succès, loin d'apaiser, agit comme un projecteur braqué sur les failles intérieures. Il rend impossible toute dissimulation durable. Les relations personnelles commencent à en pâtir. Le temps manque, l'énergie aussi. Les proches ne reconnaissent pas toujours celles qu'ils ont connues. La fatigue émotionnelle rend les échanges plus tendus, plus fragiles. Le besoin d'être comprise entre en conflit avec l'impossibilité matérielle et psychique de se rendre réellement disponible. L'isolement s'installe, discret mais persistant. Ce moment marque également une transformation du regard porté sur soi. L'artiste commence à se percevoir à travers son succès. Les chiffres, les critiques, les retours deviennent des indicateurs de valeur personnelle. Cette confusion entre reconnaissance extérieure et estime de soi fragilise l'équilibre déjà précaire. Une réussite apaise temporairement les doutes, une critique les ravive brutalement. Pourtant, malgré ces tensions, la création continue de briller. Les chansons conservent leur intensité, leur honnêteté. Elles témoignent d'une lucidité rare sur les émotions humaines. Cette authenticité est précisément ce qui touche le public. Mais elle exige un engagement total. Il n'y a pas de distance protectrice, pas de personnage derrière lequel se cacher. Chaque succès est payé par une exposition intime renouvelée. La chute n'est pas encore visible. De l'extérieur, tout semble aligné. Talent reconnu, avenir prometteur, voix unique. Mais intérieurement, un déséquilibre s'installe. Le succès, loin d'être une récompense stable, devient une épreuve supplémentaire. Il met à l'épreuve la capacité à se préserver, à poser des limites, à exister en dehors du regard collectif. Ce 4e chapitre est celui de la bascule silencieuse, celui où la gloire commence à transformer ce qu'elle touche, non par malveillance, mais par excès. Trop d'attentes, trop vite, pour une sensibilité qui n'a jamais appris à se protéger. La réussite confirme le talent, mais elle fragilise l'être. Dans ce chapitre, tout est encore possible. Le succès pourrait devenir un socle, une opportunité de stabilité. Mais pour cela, il faudrait un espace de respiration, un temps de consolidation. Or, le rythme imposé ne laisse guère cette chance. La machine est lancée, et elle avance plus vite que la capacité humaine à suivre sans se perdre. Créer cesse progressivement d'être un simple besoin intérieur pour devenir un combat quotidien. L'écriture, autrefois instinctive et libératrice, se transforme en terrain miné. Chaque mot doit désormais porter un poids double, dire la vérité émotionnelle, tout en répondant, consciemment ou non, à l'attente extérieure. Cette tension modifie profondément la relation à la création. Écrire n'est plus seulement exprimer, c'est aussi risquer. La douleur devient une matière première constante. Les expériences intimes, les échecs affectifs, les moments de solitude nourrissent directement les chansons. Il ne s'agit pas d'un choix stratégique, mais d'une impossibilité de faire autrement. La musique ne peut exister que dans la sincérité totale. Mentir, embellir, édulcorer viderait les chansons de leur force. Cette radicalité artistique est admirée, mais elle a un coût psychique considérable. Chaque chanson agit comme une autopsie émotionnelle. Les sentiments sont disséqués, mis à nu, offerts au regard collectif. Une fois publiés, ils ne lui appartiennent plus vraiment. Le public s'y reconnaît, les interprète, les commente, parfois les idéalise. Ce détachement forcé crée une sensation étrange.
voir sa propre douleur circuler librement, devenir un objet culturel, presque un bien commun. L'écriture devient alors paradoxale. Elle soulage en permettant de nommer ce qui fait mal, mais elle empêche aussi l'oubli. Chaque concert, chaque diffusion, chaque reprise rouvre les blessures. La musique fige des états émotionnels qui, dans une vie ordinaire, auraient peut-être évolué ou disparu. Ici, ils sont répétés, ritualisés, ancrés dans la mémoire collective. Le besoin de créer reste pourtant vital. Sans la musique, l'angoisse devient envahissante. L'écriture offre une structure, une cohérence à un monde intérieur fragmenté. Elle donne l'illusion d'un sens, d'un fil conducteur, mais cette dépendance à la création rend toute interruption dangereuse. Le silence n'est plus reposant, il devient menaçant. Ne pas écrire, c'est se retrouver face à soi sans médiation. La peur de ne plus être capable de créer apparaît progressivement. Cette peur est plus profonde que celle de l'échec public. Elle touche à l'identité même. Si la création disparaît, que reste-t-il? Cette question, rarement formulée explicitement, hante l'esprit. Elle renforce l'urgence, pousse à écrire même lorsque l'épuisement est manifeste. Le processus créatif devient irrégulier, chaotique. Des moments d'inspiration fulgurante alternent avec des phases de blocage total. Ces oscillations accentuent l'instabilité émotionnelle. Les périodes de vide sont vécues comme des effondrements personnels. Elles alimentent le sentiment de ne plus être à la hauteur, de perdre ce qui faisait la singularité et la valeur. Dans ce contexte, l'entourage professionnel joue un rôle ambigu. Il encourage, soutient parfois, mais dépend aussi directement de la production artistique. Cette dépendance mutuelle rend difficile toute pause réelle. Même lorsque la souffrance est visible, la machine créative continue d'exiger. Les intentions ne sont pas nécessairement malveillantes, mais le système laisse peu de place à la fragilité. L'artiste se retrouve enfermée dans une équation impossible. Pour rester fidèle à elle-même, elle doit continuer à puiser dans la douleur. Pour se préserver, elle devrait s'en éloigner. Cette contradiction ne trouve pas de résolution simple. Chaque choix semble impliquer une perte, soit la perte de l'authenticité artistique, soit celle de l'équilibre personnel. L'écriture commence alors à ressembler à une forme de survie à court terme. Elle permet de tenir, de traverser les crises, mais elle n'offre pas de guérison durable. Les chansons disent la vérité du moment, pas nécessairement celle de l'avenir. Elles témoignent d'un état sans garantir sa transformation. Ce 5e chapitre révèle ainsi la face sombre de la création authentique. Ce que le public perçoit comme une force exceptionnelle est aussi une exposition permanente à la douleur. L'artiste ne joue pas un rôle, elle vit réellement ce qu'elle chante. Cette absence de distance est ce qui rend l'œuvre bouleversante, mais elle laisse peu de protection face à l'usure émotionnelle. La musique continue de briller, d'émouvoir, de toucher profondément. Mais derrière cette lumière, un combat silencieux se déroule. Créer n'est plus seulement un acte artistique, c'est une tentative constante de rester en vie émotionnellement dans un monde qui applaudit l'intensité sans toujours mesurer ce qu'elle exige. L'amour occupe une place centrale, non comme une parenthèse heureuse, mais comme un révélateur brutal des fragilités profondes. Aimer n'est jamais léger, c'est une expérience totale, envahissante, qui absorbe toute l'énergie disponible. Le lien affectif devient un besoin vital, presque une condition d'existence. Être aimé signifie être rassuré, ancré, confirmé dans sa valeur. Ne plus l'être équivaut à une chute vertigineuse. Les relations se construisent souvent dans l'intensité, rapidement, sans phase de protection. La passion précède la connaissance réelle de l'autre. Ce mode relationnel crée une illusion de fusion, rassurante au départ, mais profondément instable. L'autre devient un point d'appui émotionnel unique, chargé d'une responsabilité écrasante, réparer les blessures anciennes, combler les manques, apaiser les peurs, une attente impossible à satisfaire durablement. Lorsque l'amour vacille, c'est tout l'équilibre intérieur qui s'effondre. La moindre distance est interprétée comme un rejet, le silence devient une menace. L'angoisse de l'abandon, déjà présente depuis l'enfance, s'intensifie. Elle ne se manifeste pas toujours par des mots, mais par des comportements excessifs, contradictoires, parfois autodestructeurs. L'amour, censé protéger, devient un champ de mine émotionnel. Dans ces relations, la dépendance affective s'installe progressivement.
Elle n'est pas immédiatement visible car elle se dissimule derrière une apparente liberté, une attitude provocante, une impression de maîtrise. Mais intérieurement, l'autre occupe une place démesurée. Son regard, ses gestes, ses choix influencent directement l'état émotionnel. Le bonheur devient conditionnel, suspendu à une présence extérieure. Cette dépendance s'accompagne souvent d'une idéalisation. L'autre est perçu comme unique, irremplaçable, capable de comprendre ce que personne d'autre ne saisit. Cette idéalisation rend toute désillusion d'autant plus violente. Lorsque la réalité contredit l'image construite, la douleur est amplifiée. La relation, au lieu d'être un soutien, devient une source constante d'instabilité. Les conflits prennent alors une dimension dramatique. Ils ne sont jamais anodins. Chaque dispute ravive des peurs archaïques, des blessures anciennes. Les mots blessent profondément, même lorsqu'ils ne sont pas prononcés avec intention de nuire. La communication devient chaotique, dominée par l'émotion brute. Les tentatives de réparation sont souvent maladroites, insuffisantes, voire contre-productives. La création musicale absorbe directement cette turbulence affective. Les chansons deviennent des lettres ouvertes, des confessions douloureuses, des tentatives de comprendre ce qui échappe. L'amour y est décrit sans romantisme excessif, dans sa dimension la plus crue. Attachement, dépendance, humiliation parfois, désir de disparaître ou de tout détruire pour ne plus souffrir. Cette honnêteté frappe, mais elle enferme aussi dans une narration douloureuse. Le regard extérieur, fasciné par ces relations tumultueuses, contribue involontairement à leur intensification. L'histoire intime devient spectacle. Les erreurs, les excès, les rechutes sont observées, commentées, jugées. Cette exposition empêche toute reconstruction discrète. Il devient presque impossible d'aimer loin du bruit, de se tromper sans être immédiatement renvoyé à ses failles. La peur de la solitude, omniprésente, pousse à rester dans des situations nocives plus longtemps que nécessaire. La rupture, pourtant parfois salutaire, est vécue comme une catastrophe existentielle. Mieux vaut une relation douloureuse que le vide absolu. Cette logique émotionnelle alimente un cycle difficile à briser, où la souffrance devient familière, presque rassurante par sa constance. Ce 6e chapitre ne décrit pas une simple histoire d'amour malheureuse, il révèle une mécanique affective profonde, où l'amour est investi d'une mission impossible, réparer des blessures anciennes, donner un sens à l'existence, offrir une stabilité intérieure durable. Lorsqu'il échoue, ce n'est pas seulement une relation qui se termine, mais une construction psychique entière qui s'effondre. L'amour, ici, n'est ni salvateur ni destructeur par essence. Il agit comme un miroir impitoyable. Il met en lumière les failles, les dépendances, les peurs que la musique seule ne suffit plus à contenir. Il intensifie tout ce qui existe déjà. Et dans un univers émotionnel aussi chargé, cette intensification devient dangereuse. À ce stade du récit, la fragilité n'est plus seulement intérieure. Elle commence à se manifester à l'extérieur, dans les comportements, dans les choix, dans les relations visibles. La douleur affective cesse d'être contenue par la création. Elle déborde. Et ce débordement prépare, lentement mais sûrement, la suite des événements. La célébrité ne se présente pas comme une récompense stable, mais comme une force intrusive, presque envahissante. Elle ne frappe pas seulement à la porte de la vie publique, elle s'infiltre dans chaque interstice de l'existence privée. Là où la reconnaissance artistique pouvait encore être vécue comme une validation du travail accompli, la notoriété transforme radicalement la relation au monde. Il ne s'agit plus d'être écouté, mais d'être observé en permanence. Les médias deviennent des acteurs omniprésents. Ils ne se contentent pas de relayer la musique, ils racontent une histoire parallèle, souvent plus simple, plus spectaculaire, plus vendeuse. Cette narration médiatique réduit la complexité humaine à quelques traits saillants: excès, fragilité, scandale, génie. L'individu réel disparaît progressivement derrière une figure publique figée, facilement identifiable, mais profondément réductrice. Le quotidien se transforme en parcours d'obstacles. Sortir, se déplacer, exister dans l'espace public devient une source de tension constante. Chaque geste peut être capturé, interprété, détourné. Il n'y a plus de frontières claires entre ce qui relève de l'intime et ce qui appartient au regard collectif. Cette disparition de la sphère privée provoque une fatigue psychique intense. Être soi-même devient un acte risqué. La relation à la presse est marquée par une profonde ambivalence. D'un côté, une conscience lucide du rôle qu'elle joue dans la diffusion de la musique et dans la construction de la carrière, de l'autre, un sentiment d'injustice et de violence symbolique face à certaines représentations. Les moments de fragilité sont exposés sans contextualisation, transformés en spectacle. La souffrance devient un produit.
Cette surexposition altère la perception de soi. Se voir constamment à travers des récits extérieurs, souvent caricaturaux, crée une dissociation. L'image renvoyée ne correspond plus à l'expérience intérieure. Ce décalage nourrit un sentiment d'aliénation. Qui suis-je vraiment lorsque tout ce que l'on montre de moi semble m'échapper? Cette question devient obsédante. La célébrité agit également comme un amplificateur des comportements extrêmes. Chaque excès est remarqué, chaque écart commenté. Là où une personne anonyme aurait pu traverser une période difficile dans un relatif silence, l'artiste célèbre voit ses luttes exposées au grand jour. Cette exposition empêche l'erreur discrète, la reconstruction progressive, le droit à l'imperfection. Le regard du public, loin d'être uniforme, oscille entre fascination et jugement moral. Certains admirent sans réserve, d'autres condamnent avec sévérité. Cette polarisation renforce l'instabilité émotionnelle. Être adulé et critiqué, parfois simultanément, crée une confusion profonde. L'amour du public devient abstrait, impersonnel, incapable de combler le besoin affectif réel. La solitude s'accentue paradoxalement. Entouré en permanence, sollicité de toutes parts, l'artiste se retrouve intérieurement isolé. Les relations authentiques deviennent plus difficiles à établir. La méfiance s'installe. Qui s'intéresse réellement à la personne et qui se rapproche de la figure publique? Cette incertitude fragilise encore davantage les liens. La célébrité agit également comme un rythme implacable. Les temps de pause sont perçus comme des risques. Disparaître des écrans, même temporairement, suscite des inquiétudes professionnelles. La pression pour rester visible, active, pertinente est constante. Elle laisse peu de place à la récupération émotionnelle ou physique. L'épuisement devient chronique. Dans ce contexte, les mécanismes de défense se renforcent. L'ironie, la provocation, parfois l'agressivité verbale servent à repousser les intrusions. Ces réactions sont souvent mal comprises, interprétées comme de l'arrogance ou de l'instabilité. Pourtant, elles sont avant tout des tentatives de préserver un espace personnel minuscule dans un univers qui n'en laisse presque plus. La célébrité modifie également le rapport à la responsabilité. Chaque comportement est scruté, érigé en exemple ou en contre-exemple. L'artiste se retrouve investi d'un rôle symbolique qu'elle n'a jamais demandé. Être soi ne devient plus suffisant, il faudrait représenter, incarner, répondre à des octans morales et sociales contradictoires. Cette injonction est lourde à porter. Le plus insidieux réside peut-être dans la normalisation de la souffrance. À force d'être exposée, commentée, analysée, la douleur perd son caractère urgent aux yeux des observateurs. Elle devient un élément attendu du récit. Le public s'habitue aux excès, aux signes de mal-être, sans toujours mesurer leur gravité réelle. Cette banalisation retarde parfois les prises de conscience nécessaires. Ce 7e chapitre marque un enfermement progressif. La célébrité, loin d'ouvrir des horizons, réduit les possibilités d'existence spontanée. Chaque choix est public, chaque erreur amplifiée. La liberté promise par le succès se révèle en partie illusoire. Plus la reconnaissance est grande, plus l'espace de manœuvre personnelle se rétrécit. Pourtant, malgré cette pression constante, la musique continue d'exister. Elle demeure un lieu de vérité, parfois le seul, mais elle ne suffit plus à compenser l'agression permanente du regard extérieur. L'équilibre, déjà fragile, est mis à rude épreuve. La célébrité n'est pas la cause unique de la souffrance, mais elle accélère ses effets et amplifie chaque manifestation. À ce stade, le piège est presque refermé. Se retirer semble impossible. Continuer coûte de plus en plus cher. La figure publique avance, portée par l'inertie du succès, tandis que l'individu réel s'épuise. Ce décalage grandissant prépare le terrain à une rupture plus profonde où les mécanismes de protection existants ne suffiront plus. Les addictions n'entrent pas dans la vie comme une provocation ou une posture romantique. Elles s'installent lentement, presque discrètement, sous couvert de soulagement. Il ne s'agit pas de chercher la transgression, mais d'apaiser un bruit intérieur devenu insupportable. Lorsque l'angoisse, la fatigue émotionnelle et la pression extérieure se combinent, le besoin d'un répit immédiat devient urgent. Les substances apparaissent alors comme des outils, non comme des ennemis. Au départ, leur rôle est fonctionnel. Elles permettent de dormir, de calmer la nervosité, de faire taire la peur diffuse qui accompagne chaque instant. Elles offrent une illusion de contrôle là où tout semble échapper. Cette illusion est puissante, elle agit vite, efficacement, sans demander d'efforts introspectifs.
Dans un quotidien saturé d'exigences, cette simplicité est séduisante. Mais très vite, l'équilibre se rompt. Ce qui soulage temporairement aggrave la fragilité à long terme. Le corps s'habitue, réclame davantage. L'esprit associe le calme à la consommation. La dépendance ne se manifeste pas immédiatement par l'excès, mais par la nécessité. Ne pas consommer devient plus difficile que consommer. Le choix disparaît progressivement. Le regard extérieur joue un rôle ambigu dans ce processus. D'un côté, les comportements inquiétants sont commentés, critiqués, parfois moqués. De l'autre, ils sont intégrés au récit public, presque attendus. La figure de l'artiste tourmenté alimente une fascination malsaine. Cette fascination contribue à brouiller les signaux d'alarme. La souffrance réelle est perçue comme un trait de caractère, une composante du personnage. La personne, elle, vit une réalité bien différente. La honte s'installe. La conscience de perdre le contrôle coexiste avec l'incapacité à s'arrêter. Cette contradiction génère une culpabilité intense. Chaque tentative d'arrêt raté renforce le sentiment d'échec personnel. L'estime de soi, déjà fragile, s'effrite davantage. Le cercle vicieux se referme. Les addictions affectent profondément le rapport au corps. Les signaux de fatigue, de douleur, de malaise sont ignorés ou anesthésiés. Le corps n'est plus écouté, mais utilisé. Il devient un support à maintenir fonctionnel, coûte que coûte. Cette dissociation accentue l'épuisement physique et mental. Les limites naturelles sont dépassées sans être ressenties immédiatement. La création artistique en souffre également, malgré l'illusion inverse. Si certaines substances semblent, à court terme, libérer l'expression ou réduire l'anxiété, elles altèrent rapidement la concentration, la mémoire, la stabilité émotionnelle. Les phases d'inspiration deviennent imprévisibles, chaotiques. Les périodes de vide se prolongent. La peur de ne plus être capable de créer s'intensifie, alimentant encore le recours aux substances. Les tentatives d'aide existent, mais elles se heurtent à de nombreux obstacles. Reconnaître le problème implique d'accepter sa vulnérabilité publiquement, dans un contexte où chaque faiblesse est amplifiée. La peur du jugement, de la stigmatisation, voire même de la perte de crédibilité artistique, freine la démarche. Le silence semble parfois préférable à l'exposition d'un combat intime. L'entourage, quant à lui, oscille entre protection, incompréhension et fatigue. Aider quelqu'un pris dans une dépendance est épouvant. Les promesses non tenues, les rechutes, les comportements imprévisibles usent les relations. Certains s'éloignent pour se préserver, d'autres restent, parfois au prix de leur propre équilibre. Cette instabilité relationnelle renforce le sentiment de solitude. Les addictions deviennent ainsi un langage indirect de la détresse. Elles expriment ce qui ne parvient plus à être formulé autrement. Elles signalent un besoin urgent de pause, de soins, de réorganisation profonde de la vie. Mais dans un système qui valorise la performance continue, ces signaux sont souvent ignorés ou minimisés, jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Ce 8e chapitre est celui de la perte progressive de maîtrise. Non pas une chute spectaculaire, mais une érosion constante. Chaque jour, un peu moins de contrôle, un peu plus de dépendance. La frontière entre aide et fuite devient floue. La souffrance, loin d'être apaisée durablement, s'intensifie sous une forme différente. L'artiste ne se reconnaît plus toujours elle-même. Les moments de lucidité alternent avec des phases de confusion. Le désir de s'en sortir existe, sincère, mais il se heurte à une réalité biologique et psychique implacable. La volonté seule ne suffit pas. Et demander de l'aide dans un monde qui observe sans relâche devient un défi immense. À ce stade du récit, la fragilité n'est plus seulement émotionnelle ou relationnelle. Elle est inscrite dans le corps, dans les habitudes, dans les mécanismes de survie détournés. La situation appelle un changement profond, mais pour qu'un tel changement soit possible, il faudrait du temps, du silence, de la bienveillance, des ressources devenues rares dans une vie désormais gouvernée par l'urgence et le regard permanent. La scène, autrefois refuge et espace de vérité, devient un lieu de tension extrême. Elle conserve sa puissance symbolique, mais elle n'offre plus la même protection. Monter sur scène implique désormais un effort considérable, autant psychique que physique. Chaque concert est précédé d'une appréhension sourde, parfois d'une peur difficile à formuler. Il ne s'agit pas de trac au sens classique, mais d'une angoisse plus profonde, liée à l'incertitude de pouvoir tenir, de pouvoir être présente jusqu'au bout.
La performance reste parfois sublime. La voix, lorsqu'elle répond, traverse la salle avec une intensité intacte. Ces moments rappellent pourquoi tout a commencé. Ils donnent l'illusion que rien n'est perdu, que la magie est toujours accessible. Le public, emporté par l'émotion, vit une expérience rare, souvent bouleversante. Mais cette intensité a un revers immédiat. Elle exige une énergie que le corps peine de plus en plus à fournir. D'autres soirs, la scène devient un supplice. La concentration vacille, la fatigue se fait sentir, les émotions débordent sans structure. Les chansons, si personnelles, deviennent difficiles à habiter. Les paroles rappellent des blessures encore ouvertes. Chanter revient alors à les rouvrir devant des milliers de regards. L'écart entre ce que le public attend et ce qui est possible à ce moment précis devient douloureux. Les réactions du public sont contrastées. Certains comprennent, ressentent la fragilité, accueillent l'imperfection avec bienveillance. D'autres expriment leur déception, parfois leur colère. Ces réactions, même minoritaires, marquent profondément. Elles renforcent le sentiment de ne jamais être suffisante, de trahir une attente implicite. La scène, censée être un lieu de partage, se transforme parfois en tribunal silencieux. La pression médiatique amplifie chaque incident. Une performance chaotique devient un événement commenté, analysé, souvent sorti de son contexte. Les difficultés visibles sont interprétées comme des signes définitifs de déclin, parfois avec une dureté déconcertante. Cette exposition constante rend chaque erreur plus lourde à porter. Il n'y a plus de droit à l'accident, à la fatigue passagère. Pourtant, malgré ces épreuves, le désir de monter sur scène persiste. Il est nourri par la conviction que la musique reste le lien le plus direct avec le sens profond de l'existence. Abandonner la scène serait admettre une défaite totale, une rupture irréversible avec ce qui définit l'identité artistique. Cette peur de perdre la scène est presque aussi forte que la peur d'y échouer. Le corps, lui, envoie des signaux de plus en plus clairs. La récupération est lente, parfois incomplète. Les tournées épuisent, les déplacements désorganisent les repères déjà fragiles. Le rythme imposé laisse peu de place à la régénération. Chaque concert réussi est suivi d'un contre-coup émotionnel intense. L'euphorie retombe brutalement, laissant place à un vide difficile à combler. La scène devient ainsi un lieu de contradiction extrême. Elle offre les plus hauts sommets émotionnels et les chutes les plus abruptes. Elle nourrit l'ego et le détruit simultanément. Cette oscillation constante use profondément. Elle empêche toute stabilité durable. L'artiste vit dans une alternance permanente entre exaltation et effondrement. Les liens avec les musiciens, les équipes techniques, les proches se tendent parfois sous l'effet de cette instabilité. La fatigue rend irritable, imprévisible, les malentendus se multiplient. Chacun tente de faire au mieux, mais le contexte complique les relations. La scène, qui devrait être un lieu collectif harmonieux, devient parfois un lieu de stress partagé. Ce 9e chapitre montre que la scène n'est plus seulement un lieu de création. Elle devient un miroir impitoyable de l'état intérieur. Elle révèle tout, sans filtre. Elle ne permet plus de masquer les failles. Chaque montée sur scène est un pari, une prise de risque émotionnel et physique. Pour le public, ces performances restent souvent mémorables, marquées par une intensité rare. Pour l'artiste, elles laissent des traces profondes. Elles rappellent ce qui est encore possible, mais aussi ce qui est en train de se perdre. La scène continue d'exister comme un appel irrésistible, mais elle exige désormais un prix que le corps et l'esprit peinent à payer. À ce stade, la tension atteint un point critique. Continuer est douloureux, s'arrêter semble impossible. La scène, autrefois alliée fidèle, devient un espace ambivalent, à la fois salvateur et destructeur. Cette ambivalence prépare un changement inévitable, une confrontation avec les limites humaines que ni le talent ni la passion ne peuvent indéfiniment repousser. Le regard du public n'est jamais neutre. Il est multiple, fragmenté, changeant, mais il exerce une pression constante. À ce stade de l'histoire, ce regard devient une force autonome, presque indépendante de la musique elle-même. Il observe, interprète, juge, parfois sans conscience de son propre poids. L'artiste n'est plus seulement perçu à travers ses chansons, mais à travers un récit collectif qui la dépasse. Ce regard est nourri par une fascination paradoxale. D'un côté, une admiration sincère pour le talent, la voix, l'intensité émotionnelle. De l'autre, une curiosité parfois intrusive pour la fragilité, les excès, les moments de chute. Cette double dynamique crée une relation profondément ambivalente.
Le public aime ce qui brille, mais il est aussi attiré par ce qui vacille. Cette attraction n'est pas nécessairement malveillante, mais elle peut devenir destructrice. Peu à peu, une attente implicite se forme. L'artiste est censé incarner une intensité constante, une forme de vérité brute, sans filtre. Chaque signe de vulnérabilité est interprété comme authentique, parfois même comme désirable. Cette attente enferme. Elle laisse peu de place à l'évolution, au changement, à la guérison. Aller mieux pourrait être perçu comme une trahison du personnage construit collectivement. Le jugement moral s'ajoute à la fascination. Les comportements sont commentés, évalués à l'aune de normes souvent contradictoires, trop fragiles, mais pas trop excessives, mais toujours talentueuses, trop libres, mais pas incontrôlables. Ces injonctions implicites sont impossibles à satisfaire simultanément. Elles créent une pression constante, un sentiment d'échec inévitable. Le public n'est pas un bloc homogène. Certains expriment une empathie profonde, une inquiétude sincère, un désir de protection. D'autres consomment l'histoire comme un divertissement, détaché des conséquences humaines. Cette diversité de regards rend l'expérience encore plus déroutante. Recevoir à la fois de l'amour, de la pitié, de la critique et du voyeurisme brouille les repères émotionnels. À travers ce regard collectif, la responsabilité se diffuse. Chacun se sent peu concerné individuellement, mais l'effet cumulé est immense. Les commentaires, les articles, les discussions en ligne construisent une atmosphère permanente d'évaluation. Il devient difficile de distinguer ce qui relève d'un soutien réel de ce qui participe à une pression supplémentaire. L'artiste se retrouve face à une question insoluble. À qui appartient son histoire ? Est-elle encore la sienne ou est-elle devenue un récit public, façonné par des milliers de voix extérieures ? Cette dépossession symbolique est profondément déstabilisante. Elle renforce le sentiment de perte de contrôle déjà présent dans d'autres sphères de la vie. Le regard du public influence également les décisions personnelles. Chaque choix est potentiellement interprété, commenté, amplifié. Cette anticipation du jugement peut conduire à l'évitement, à la dissimulation, voire même à des comportements contradictoires. Vouloir se protéger du regard peut paradoxalement attirer davantage l'attention. Dans ce contexte, la notion de responsabilité collective devient floue. Qui est responsable lorsque la souffrance est visible, répétée, médiatisée ? Les médias, le public, l'industrie, l'entourage, l'artiste elle-même. Cette dilution de la responsabilité rend l'intervention difficile. Chacun peut penser que d'autres agiront, que la situation est sous contrôle, que la personne concernée est entourée. Le mythe de l'artiste capable de tout transformer en art joue ici un rôle dangereux. Il alimente l'idée que la douleur n'est non seulement supportable, mais nécessaire à la création. Cette croyance justifie implicitement l'inaction. Pourquoi intervenir si chaque chute produit une chanson bouleversante ? Pourquoi s'inquiéter si chaque chute produit une chanson bouleversante ? Cette logique oublie l'humain derrière l'œuvre. L'artiste, consciente de ce regard, oscille entre résistance et intériorisation. Par moments, elle rejette violemment les jugements, affirme son indépendance, revendique le droit à l'imperfection. À d'autres moments, elle intériorise les critiques, les transforme en culpabilité, en honte. Cette oscillation accentue l'instabilité émotionnelle. Ce 10e chapitre met en lumière une réalité inconfortable. La souffrance devient collective, mais la responsabilité reste individuelle. Le public observe, ressent parfois, mais n'agit rarement. La distance créée par la célébrité permet de compatir sans s'engager réellement. Cette distance protège, mais elle isole aussi profondément. Le regard du public n'est pas intrinsèquement cruel, il est souvent maladroit, inconscient de son impact réel. Mais lorsqu'il s'accumule, lorsqu'il se répète sans relâche, il devient une force écrasante. Il transforme chaque difficulté en spectacle, chaque tentative de survie en narration publique. À ce stade du récit, l'isolement est presque total. Entouré symboliquement par des millions de regards, l'artiste manque paradoxalement d'un espace où exister sans être observé. Le besoin de silence, de retrait, de réparation devient urgent, mais ce besoin se heurte à une attente collective qui valorise la présence constante, la transparence émotionnelle, l'accès illimité à l'intime. Ce bloc marque un moment de lucidité douloureuse. Il interroge non seulement le destin individuel, mais aussi notre rapport collectif aux figures publiques. Jusqu'où regardons-nous ? À partir de quand regarder devient-il une forme de participation passive à la chute ? Ces questions restent ouvertes, sans réponse simple. Le regard du public ici n'est ni coupable unique, ni innocent absolu.
Il est un élément d'un système plus vaste où la souffrance est visible mais rarement traitée. Un système où l'émotion est consommée, partagée, commentée, mais où l'humain réel peine à trouver un espace de réparation. L'idée d'une renaissance apparaît souvent après l'épuisement. Elle ne naît pas d'un optimisme naïf, mais d'une nécessité vitale. Lorsque la fatigue devient insupportable, lorsque le corps et l'esprit envoient des signaux impossibles à ignorer, le désir de changement se fait plus pressant. Il ne s'agit pas encore d'un plan clair, mais d'une intuition. Continuer ainsi n'est plus possible. Cette volonté de changement est sincère. Elle se manifeste par des paroles, des promesses, parfois des gestes concrets. L'envie de reprendre le contrôle, de se soigner, de ralentir existe réellement. Contrairement aux idées reçues, il ne s'agit pas d'un refus de l'aide ou d'une glorification de la chute. C'est une lutte intérieure, complexe, marquée par des avancées fragiles et des reculs fréquents. Mais vouloir changer ne suffit pas toujours. La renaissance exige des conditions précises, du temps, de la stabilité, un environnement protecteur, une rupture réelle avec les mécanismes destructeurs. Or, ces conditions sont difficiles à réunir dans une vie soumise à une pression constante. Chaque tentative de retrait est scrutée, interprétée, parfois remise en question. Le repos devient suspect, le silence est perçu comme inquiétant. La peur de disparaître du paysage public complique encore ce processus. S'arrêter signifie risquer l'oubli, perdre une place chèrement acquise. Cette peur est irrationnelle, mais elle est profondément ancrée dans un univers où la visibilité est synonyme d'existence professionnelle. Prendre soin de soi entre en conflit avec la crainte de perdre sa raison d'être sociale et artistique. Les tentatives de reconstruction sont donc fragmentées. Elles oscillent entre sincérité et contrainte. Il y a des moments d'espoir réel, où l'idée d'une vie plus stable semble accessible. Des instants où l'avenir paraît moins menaçant. Mais ces moments sont fragiles. Ils cohabitent avec des rechutes, des doutes, des retours en arrière qui nourrissent la culpabilité. La culpabilité joue ici un rôle central. Elle naît du sentiment de décevoir. Décevoir le public, les proches, l'équipe, mais aussi soi-même. Chaque promesse non tenue renforce l'idée d'une incapacité fondamentale à changer. Cette culpabilité, loin d'encourager la guérison, alimente souvent les comportements destructeurs. Elle crée une pression supplémentaire, un poids émotionnel difficile à supporter. La renaissance implique aussi une redéfinition de l'identité. Qui est-on sans l'excès, sans la performance constante, sans la douleur exposée ? Cette question est vertigineuse. Elle touche au cœur de l'identité artistique et personnelle. Se transformer signifie abandonner des repères, même s'ils sont douloureux. Cela implique de renoncer à une image familière, à une narration connue, pour s'aventurer dans l'inconnu. L'entourage, malgré ses bonnes intentions, peut involontairement compliquer ce processus. Les attentes implicites, les inquiétudes, les projections se multiplient. Chacun souhaite la guérison, mais chacun a aussi sa propre vision de ce que cette guérison devrait être. Cette multiplicité de voix rend difficile l'écoute de ses propres besoins. Le chemin de la reconstruction devient confus, morcelé. Le corps, quant à lui, garde la mémoire des excès passés. La récupération est lente, parfois incomplète. Les fragilités physiques rappellent constamment les limites. Cette réalité biologique impose une humilité nouvelle, parfois difficile à accepter. La volonté se heurte à des contraintes concrètes. Le corps ne répond pas toujours à l'élan de l'esprit. Pourtant, malgré ces obstacles, la possibilité d'un changement réel n'est pas illusoire. Elle existe, fragile mais présente. Elle se manifeste dans les moments de lucidité, dans les paroles sincères, dans les gestes de retrait partiel. Elle montre que la chute n'est pas une fatalité, que d'autres trajectoires sont envisageables. Mais cette possibilité exige un accompagnement stable et une protection durable. Le problème réside dans le temps. La renaissance est un processus lent, non spectaculaire. Elle ne produit pas d'images fortes, pas de récits sensationnels. Elle se construit dans l'ombre, loin des projecteurs. Or, le système dans lequel évolue l'artiste valorise l'immédiateté, l'intensité, le visible. Cette incompatibilité rend la renaissance difficile à maintenir. Ce 11e chapitre est marqué par une tension constante entre espoir et épuisement.
Il ne s'agit ni d'un tournant décisif, ni d'un échec définitif, mais d'un entre-deux instable, un moment où tout pourrait basculer dans un sens comme dans l'autre. La volonté de vivre autrement est là, réelle, mais elle est fragile, menacée par des forces plus grandes qu'elle. La Renaissance, ici, n'est pas un mythe salvateur. Elle n'est ni rapide ni garantie. Elle est un combat silencieux, souvent invisible, mené loin des applaudissements. Elle exige un courage immense, celui d'affronter le vide, l'incertitude, la perte potentielle de repères identitaires. À ce stade du récit, la question n'est plus seulement celle du talent ou du succès, elle est celle de la survie émotionnelle et physique, de la possibilité de continuer à exister en dehors du rôle assigné, de la capacité à se choisir soi-même, même lorsque tout l'environnement pousse à continuer coûte que coûte. Ce bloc ne promet pas de résolution, il expose la fragilité d'un espoir réel mais menacé. Il rappelle que la guérison n'est pas un événement, mais un processus qui demande du temps, du silence et une protection que le monde extérieur n'offre pas toujours. La suite du récit montrera comment cette tension, non résolue, conduit à des conséquences irréversibles. La solitude atteint ici une profondeur nouvelle. Elle ne provient pas d'un manque de présence, mais d'un excès de distance intérieure. Entouré de personnes, sollicité en permanence, l'artiste se retrouve pourtant seul face à ses pensées, à ses peurs, à une fatigue existentielle qui ne se dissipe plus. Cette solitude n'est pas choisie, elle s'impose comme une conséquence directe d'années d'exposition, de conflits intérieurs non résolus et d'un épuisement accumulé. Au sommet, les relations changent de nature, les échanges deviennent plus fonctionnels, plus prudents, la spontanéité se raréfie. Chacun marche sur une ligne fragile, craignant de dire trop ou pas assez. Cette prudence, souvent bien intentionnée, crée un espace émotionnel vide. Les conversations profondes se font rares. Il devient difficile de se sentir réellement comprise. La fatigue psychique altère la perception du monde. Les jours se ressemblent, marqués par une lassitude diffuse. Les projets futurs, autrefois porteurs de sens, semblent abstraits, lointains. L'élan vital s'affaiblit, non pas par manque de talent ou de désir créatif, mais par saturation émotionnelle. Trop d'intensité sur une trop longue durée finit par éroder même les passions les plus fortes. Le silence, autrefois redouté, devient ambigu. Il est à la fois apaisant et inquiétant. Il offre un répit temporaire face au tumulte extérieur, mais il laisse aussi remonter des pensées difficiles à contenir. Sans distraction, sans performance, les questions essentielles surgissent. Qui suis-je en dehors de la musique? Que reste-t-il lorsque le bruit s'éteint? Ces questions, sans réponse immédiate, accentuent le sentiment de vide. Le corps, toujours présent, rappelle ses limites. Les efforts passés laissent des traces durables. La récupération est inégale. Certains jours, l'énergie revient brièvement, donnant l'illusion d'un renouveau possible. D'autres jours, la fatigue l'emporte, écrasant toute initiative. Cette imprévisibilité rend la projection dans l'avenir difficile. Planifier devient angoissant. La solitude est également renforcée par une forme de méfiance intérieure. Après tant d'expositions, de jugements, de récits imposés, il devient difficile de se livrer à nouveau. Se protéger implique de garder une distance émotionnelle, même avec ceux qui souhaitent aider. Cette distance, bien que compréhensible, isole davantage. Le besoin de soutien coexiste avec l'incapacité à le recevoir pleinement. La musique, toujours présente en arrière-plan, n'offre plus le même refuge. Elle reste signifiante, mais elle ne suffit plus à combler le vide. Les chansons existent, mais l'élan pour les porter s'affaiblit. L'idée même de revenir sur scène, de se confronter à nouveau au regard collectif, provoque une appréhension profonde. La scène apparaît désormais comme un espace trop exigeant, trop exposant. Le sommet, souvent fantasmé comme un lieu de liberté, révèle ici son autre visage. Plus la position est élevée, plus la chute semble possible, plus la pression est forte. Cette conscience permanente du risque empêche toute détente réelle. Vivre devient un exercice de maintien, non plus d'exploration ou de croissance. Dans cet état, les journées prennent d'une teinte uniforme. Le temps perd sa structure, les repères habituels disparaissent. Le futur ne se dessine plus clairement. Cette absence de perspective renforce l'isolement intérieur. Il ne s'agit pas d'un désespoir spectaculaire, mais d'une érosion lente du sentiment d'utilité et de sens.
Pourtant, malgré cette solitude écrasante, des éclats de lucidité persistent. Des moments où la conscience de la situation est claire, où l'envie de préserver la vie, la dignité, l'essence de soi se manifeste encore. Ces moments sont précieux mais fragiles. Ils exigent un environnement stable pour se transformer en action durable. Ce 12e chapitre est celui de l'attente silencieuse. Rien ne s'effondre encore, mais rien ne se reconstruit pleinement non plus. L'équilibre est suspendu. La solitude n'est pas seulement un état émotionnel, elle devient un contexte existentiel. Elle façonne chaque pensée, chaque décision, chaque hésitation. La question centrale n'est plus celle du succès ou de l'échec, elle est celle de la survie intérieure. Comment continuer à exister lorsque les repères anciens ont disparu et que les nouveaux ne sont pas encore formés? Cette question traverse chaque instant, sans trouver de réponse immédiate. Ce bloc prépare un basculement inévitable, non par fatalisme, mais par accumulation. Lorsque la solitude, la fatigue et l'absence de perspective convergent, quelque chose doit changer. Soit une reconstruction profonde devient possible, soit une rupture définitive survient. Le récit approche désormais de ce point de non-retour où chaque détail prend une importance capitale. La mort surgit toujours comme une rupture brutale, même lorsque les signes avant-coureurs étaient visibles. Elle impose un silence soudain, presque irréel. Le temps semble se figer. Ce qui, la veille encore, était matière à commentaires, à inquiétude ou à spéculation, devient instantanément définitif. Il n'y a plus de suite possible, plus de correction, plus de seconde chance. La trajectoire s'interrompt net. Le choc est mondial. La nouvelle se diffuse rapidement, traversant frontières et cultures. Elle touche bien au-delà du cercle des proches ou des amateurs de musique. Elle provoque une onde émotionnelle collective. Beaucoup ressentent une tristesse authentique, parfois surprenante par son intensité. D'autres éprouvent une stupeur froide, une difficulté à croire à la réalité de l'événement. La disparition semble irréconciliable avec l'image encore récente d'une présence publique active. Très vite, le récit se recompose. Les fragments de vie sont réorganisés pour donner un sens à la fin. Les signes passés sont relus à la lumière de l'issue fatale. Chaque parole, chaque image, chaque performance est interprétée comme une prémonition. Ce processus est humain, il permet d'apaiser l'incompréhension. Mais il simplifie une réalité infiniment plus complexe. La mort devient alors un symbole. Elle cristallise les peurs, les regrets, les responsabilités diffuses. Elle nourrit des discours opposés. Certains insistent sur l'inéluctabilité, d'autres sur les occasions manquées, d'autres encore sur la responsabilité collective. Cette pluralité de récits témoigne de l'incapacité à accepter une fin qui n'offre pas de résolution claire. Pour les proches, le deuil est d'une nature particulière. Il se déroule sous le regard du monde. L'intimité de la perte est exposée, commentée, parfois instrumentalisée. Le chagrin devient public, ce qui complique le processus naturel du deuil. Pleurer en silence devient difficile lorsque chaque émotion est susceptible d'être observée. Pour le public, la disparition provoque une reconfiguration du lien émotionnel. Les chansons prennent une nouvelle résonance. Les paroles semblent soudain chargées d'une gravité supplémentaire. Ce qui était vécu comme une confession artistique devient un témoignage posthume. La musique, figée dans le temps, acquiert une dimension presque sacrée. La figure de l'artiste se transforme. Elle cesse d'évoluer, d'être contradictoire, humaine dans sa complexité quotidienne. Elle devient une image stable, presque mythique. Cette fixation facilite l'admiration, mais elle efface les nuances. Les luttes, les hésitations, les tentatives de changement sont souvent réduites à une narration simplifiée, celle d'une chute annoncée. La fascination pour la mort précoce s'intensifie. Elle s'inscrit dans une longue tradition culturelle où la disparition jeune est associée à la pureté artistique, à l'authenticité extrême. Ce récit est séduisant, mais dangereux. Il risque de transformer une tragédie humaine en élément esthétique, en symbole romantique. Il oublie la souffrance réelle, quotidienne, sans gloire. La mort agit aussi comme un miroir collectif. Elle interroge notre rapport à la célébrité, à la vulnérabilité, à l'aide. Elle pose des questions inconfortables. Avons-nous regardé sans agir? Avons-nous confondu intensité artistique et autodestruction? Avons-nous toléré l'inacceptable sous prétexte de génie? Ces questions n'ont pas de réponse simple, mais elles s'imposent. Le silence qui suit la disparition est chargé de contradictions. Il est à la fois respectueux et lourd de non-dits.
Les hommages affluent, sincères pour beaucoup, mais ils arrivent trop tard pour modifier le cours des choses. Cette temporalité inversée renforce le sentiment d'impuissance. Dire maintenant ce qui aurait dû être dit avant n'efface pas la perte. Ce 13e chapitre ne cherche pas à expliquer la mort, ni à la justifier. Il constate une fin irréversible et observe ses répercussions. Il rappelle que derrière les récits, les symboles et les mythes, il y a une vie interrompue, avec ses espoirs, ses tentatives de reconstruction, ses combats inachevés. La disparition ne clôt pas l'histoire, elle la transforme, elle fige certaines images, en efface d'autres. Elle ouvre un espace de réflexion collective, parfois sincère, parfois superficielle. Elle oblige à regarder ce qui, jusque-là, pouvait être ignoré ou minimisé. À partir de ce moment, l'artiste n'est plus présente pour corriger, nuancer, contredire les récits qui se construisent autour d'elle. Sa voix subsiste uniquement à travers la musique enregistrée, à travers des paroles figées dans un autre temps. Cette absence définitive confère à chaque chanson une nouvelle dimension, presque fragile. Ce bloc marque la transition entre la vie vécue et la mémoire collective. Il prépare le terrain du mythe, de l'interprétation, de la transmission. Ce qui va suivre n'appartient plus à l'individu vivant, mais à la manière dont la société choisit de se souvenir, de comprendre ou de simplifier cette trajectoire singulière. Après la disparition, le mythe s'installe presque naturellement. Il ne résulte pas d'un complot ni d'une volonté consciente, mais d'un besoin collectif de donner une forme intelligible à ce qui échappe. Le mythe simplifie, il ordonne le chaos, il transforme une vie complexe en un récit lisible, transmissible, mémorisable. Dans ce processus, l'artiste devient une figure symbolique, détachée progressivement de la réalité vécue. La notion d'artiste maudit occupe ici une place centrale. Elle offre une grille de lecture rassurante. Le génie serait indissociable de la souffrance, la création exigerait un sacrifice ultime. Ce récit est ancien, profondément ancré dans l'imaginaire culturel. Il permet d'admirer sans trop questionner. Il donne l'impression que la fin tragique était inscrite dès le départ, presque nécessaire à l'œuvre. Pourtant, cette construction mythique pose problème. Elle efface les tentatives de résistance, les moments de lucidité, les efforts pour aller mieux. Elle transforme les luttes en fatalité. La souffrance n'est plus un accident ou une injustice, mais une composante esthétique. Cette transformation est confortable pour le spectateur, mais elle trahit la réalité humaine. L'artiste agit également comme un filtre sur l'œuvre elle-même. Les chansons sont réécoutées à travers le prisme de la fin. Les paroles deviennent des indices, des aveux, des signes annonciateurs. Cette lecture rétrospective est tentante, mais elle réduit la richesse des textes. Elle enferme la musique dans une seule interprétation possible, liée à la tragédie. La figure de l'artiste maudit est aussi dangereuse pour les générations suivantes. Elle véhicule l'idée que souffrir intensément serait une condition de la création authentique. Cette idée peut encourager des comportements destructeurs, légitimés par un imaginaire romantique. Elle invisibilise les artistes qui créent sans s'autodétruire, ou ceux qui parviennent à se soigner sans perdre leur puissance expressive. Le public, souvent sans en avoir conscience, participe à cette mythification. Partager des images, des citations, des extraits chargés de mélancolie renforce le récit. Chaque hommage, même sincère, contribue à figer une version de l'histoire. Peu à peu, l'individu réel disparaît derrière une icône. Les contradictions, les zones grises, les évolutions possibles sont gommées. L'industrie culturelle, elle aussi, joue un rôle dans cette fixation. Le mythe est transmissible, rentable, facilement reconnaissable. Il permet de maintenir l'intérêt, de prolonger la présence symbolique. Mais cette prolongation se fait souvent au prix d'une simplification excessive. L'histoire devient un produit narratif, plus qu'un témoignage humain. Il existe pourtant une autre manière de lire ce parcours. Une lecture qui refuse la glorification de la chute. Une lecture qui reconnaît le talent sans lier celui-ci à la destruction. Cette lecture exige un effort collectif. Accepter que la fin n'était pas inévitable, que d'autres issues auraient pu exister, que la souffrance n'est pas une condition du génie. Ce qu'on appelle le mythe dit finalement plus sur la société que sur l'artiste elle-même. Il révèle notre fascination pour l'intensité, notre difficulté à valoriser la lenteur, la réparation, la discrétion.
Il montre à quel point nous préférons les récits extrêmes aux trajectoires nuancées. Cette préférence a un coût humain. Le 14e chapitre interroge donc notre responsabilité symbolique. Comment racontons-nous ces vies? Que choisissons-nous de retenir? Glorifions-nous la douleur parce qu'elle nous émeut ou cherchons-nous à comprendre pour éviter de reproduire les mêmes schémas? Ces questions dépassent largement un destin individuel. Le mythe n'est pas entièrement faux. Il contient des éléments de vérité, une intensité réelle, une vulnérabilité profonde, une œuvre marquée par la douleur. Mais il devient trompeur lorsqu'il prétend tout expliquer. Lorsqu'il efface la contingence, les choix, les contextes, lorsqu'il transforme une personne en symbole figé. À ce stade du récit, il devient nécessaire de déplacer le regard, de quitter la fascination pour la chute pour s'intéresser à ce que cette histoire nous enseigne réellement. Non pas sur la fatalité, mais sur la fragilité humaine, sur les limites des systèmes de soutien, sur la nécessité de repenser notre rapport aux figures publiques. Ce bloc prépare le dernier mouvement du récit, celui qui ne regarde plus seulement le passé, mais ce qu'il laisse derrière lui. L'héritage ne se limite pas à la musique ou à l'image, il inclut les questions ouvertes, les prises de conscience possibles, les changements que cette histoire pourrait inspirer. Le mythe de l'artiste maudit peut être déconstruit sans effacer l'admiration. Il est possible d'aimer l'œuvre sans sacraliser la souffrance. Il est possible de se souvenir sans romantiser la destruction. Ce choix appartient au regard collectif. Et c'est ce regard que le dernier chapitre invitera à interroger. L'héritage laissé par cette trajectoire ne se limite ni à une discographie, ni à une image figée dans la mémoire collective. Il est plus diffus, plus inconfortable, mais aussi plus précieux. Il réside dans ce que cette histoire révèle de notre rapport à la sensibilité, à la création et à la fragilité humaine. Elle oblige à regarder au-delà de l'œuvre pour interroger les conditions dans lesquelles elle a été produite. Ce parcours rappelle d'abord que le talent n'immunise pas contre la souffrance. La reconnaissance, même immense, ne répare pas automatiquement les blessures anciennes. Elle peut même les rendre plus visibles, plus douloureuses. Cette réalité contredit une croyance largement répandue, celle selon laquelle le succès compense tout. Ici, il apparaît clairement que la réussite artistique ne remplace ni la stabilité affective, ni le soin psychique. L'héritage est aussi musical, bien sûr. Les chansons continuent de toucher parce qu'elles disent quelque chose de profondément humain. Elles parlent d'amour imparfait, de dépendance émotionnelle, de honte, de désir de fuite et de besoin d'être aimé. Cette sincérité radicale crée une connexion durable avec l'auditeur. Elle traverse le temps parce qu'elle ne cherche pas à embellir l'expérience humaine, mais à la dire telle qu'elle est. Mais cet héritage pose une question essentielle. Comment écouter sans consommer la douleur de l'autre? Comment admirer une œuvre sans encourager, même inconsciemment, la destruction de celui ou celle qui l'a créée? Cette question dépasse le cas individuel. Elle concerne l'ensemble des figures publiques exposées, jugées, suivies au quotidien. L'histoire invite également à repenser la notion de responsabilité collective. Aucun acteur, pris isolément, ne porte la faute entière. Pourtant, l'addition des regards, des attentes, des silences et des justifications crée un environnement où la fragilité devient difficile à protéger. Reconnaître cette dynamique ne revient pas à accuser, mais à comprendre. Enfin, cet héritage est une invitation à changer de récit, à valoriser la création sans exiger l'autodestruction, à accepter que la vulnérabilité appelle du soin, pas de la fascination, à reconnaître que la sensibilité extrême est une richesse, mais qu'elle nécessite des limites, du soutien et du temps. Ce dernier chapitre ne cherche pas à clore une histoire, mais à ouvrir un espace de réflexion. Il propose de se souvenir autrement, non pas en glorifiant la chute, mais en honorant la complexité d'une vie, avec ses élans, ses tentatives, ses contradictions. Se souvenir ainsi, c'est peut-être la forme la plus juste de respect. Merci de nous avoir accompagnés dans ce récit, du premier souffle créatif jusqu'aux questions laissées en suspens. Si cette histoire vous a touché, interrogé ou ému, prenez un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Votre soutien permet de continuer à raconter ces parcours avec nuance, humanité et respect. À très bientôt pour une nouvelle immersion.